Alors, rapide introduction à cette vidéo devant un peu le potager confectionné ici qui donne bien. L'idée c'est la rentrée avec Karl. On a parlé de beaucoup de sujets. On a parlé de Trump, on a parlé de la Russie, on a parlé de Gaza, on a parlé de la France, on a parlé d'énormément de sujets. Manifestement encore une émission qui déclenche les passions. Alors je comprends toujours pas pourquoi il y en a qui se précipitent pour voir les émissions et qui n'ont absolument pas envie de les regarder, en fait, uniquement de les critiquer. Enfin, tout ça, c'est ridicule. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors j'ai découvert, vous êtes nombreux à me dire que depuis quelque temps sur Substack, vous ne recevez plus les alertes de Google, ça va directement en spam. Donc je vous invite vraiment à regarder en spam parce que je remarque le taux d'ouverture baisse alors que le plaisir à lire augmente. C'est-à-dire que vous êtes de plus en plus nombreux à commenter les lettres, à les liker proportionnellement et pas forcément autant à les ouvrir. Alors évidemment, ça demande un effort de lire, mais je pense que lire, c'est un des efforts les plus importants parce que d'une part, ça empêche de vieillir et lire des choses compliquées, c'est vraiment la musculature du cerveau et ça, je vous assure, c'est essentiel, surtout dans le monde dans lequel on vit et surtout avec l'intelligence artificielle qui ne fait que écrire de façon en général totalement stupide ce que vous avez envie de lire ou alors l'inverse, c'est-à-dire ce qu'on a envie de vous imposer à digérer. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne lettre. J'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, que ça viendra ou que ça a été super. Je vous dis à très bientôt. Ça faisait quelque temps que je n'avais pas fait de vidéo. Pas que l'envie me manque, mais je passe à peu près 12, 14, parfois plus heures par jour à écrire les lettres sur Substack. Si vous vous abonnez, vous verrez l'intérêt. C'est un peu comme une école au quotidien où voilà, c'est les questions qui sont un peu éternelles. Donc vous pouvez revenir en arrière sur les lettres, elles ne sont pas jetables. Euh, et puis la manière avec laquelle c'est structuré, il y a qui aiment. Depuis quelques mois, je fais des lettres un peu sur un style inspecteur Colombo. D'autres, ce sont des passages de la saga La Table Rouge. Et d'autres lettres, c'est beaucoup plus analytique. En tout cas, je vous souhaite à tous bonne lecture. Je vous dis à très bientôt. Pour me contacter, c'est bertrand@55bellechasse.com. bertrand@55bellechasse.com. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention. Au revoir. October 7th happens, and what the Israelis see is an excellent opportunity for ethnic cleansing, and they make this clear. In other words, it's an excellent opportunity to go to war in Gaza and drive the Palestinians out of Gaza and solve that demographic problem that they face. That's such a dark thing, and therefore that's a very strong allegation. On what basis are you making it? Oh, there's just a huge amount of data that supports this in the Israeli press. They have been perfectly willing to make this argument loudly and clearly. And you want to remember that you had massive ethnic cleansing in 1948 when the state is created. Virtually all of those people in Gaza are descendants of the ethnic cleansing of 1948. Were kicked out of another place and sent to Gaza. Yeah. By the way, there was another massive ethnic cleansing after the 67 war in the West Bank. So this is the third attempt at a massive ethnic cleansing in Gaza. So this is hardly surprising at all. And in fact, if you go back and read the literature on the creation of Israel, this is all thoroughly documented. Ethnic cleansing was a subject that the Zionists talked about from the get-go, because there was no way they could create a greater Israel without doing massive ethnic cleansing. So it wasn't really a land without people for a people without land. Absolutely not. What did him say to you that made you really mad? Well, you just have to read what he said. He was talking about nuclear. When you talk about nuclear, we have to be prepared, and we're totally prepared. Mr. President, what did him say to you that made you really mad?
Voilà, je voulais commencer l'émission avec cette déclaration de Donald Trump. Bertrand, bonjour. Bonjour Comment ça va? Carl. Et ben écoute, ça va bien. Je suis content de te retrouver après ton congé. Oui, de retour des vacances où j'ai fait le tour de la Gaspésie, c'est-à-dire la péninsule sud du Québec. Puis c'est la première fois que j'allais mettre les pieds là-bas. Et je ne l'ai pas marché comme toi, tu as marché. C'est surtout en voiture que j'ai fait le tour. Mais j'ai découvert des paysages magnifiques, une population très accueillante. Et j'ai aimé partager ça sur ma page Facebook personnelle parce que j'ai découvert moi-même le Québec. Et éventuellement, ça m'a donné des idées, Bertrand, de vous faire découvrir ça, mes collaborateurs, comme projet dans le futur, de vous faire venir au Québec, puis à travers une tournée, aller en contact avec les populations là-bas. Je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de monde. Après avoir entendu Donald Trump, je ne sais pas si on peut avoir beaucoup de projets de ce type. Exactement, parce que pendant mon absence, je remarque une montée en tension et maintenant des réponses directes entre les deux forces nucléaires, États-Unis, Russie, où là, Medvedev a mis la table et on voit aussi Poutine, dans un calme exemplaire, répondre de façon toujours subtile aux attaques de Donald Trump maintenant qui se fait directement. Comment tu analyses ça? Est-ce qu'on assiste à une pièce de théâtre, encore une fois, du plan? J'ai besoin d'être informé. Alors, je vais déjà peut-être rappeler quelque chose. Effectivement, comme le dit Donald Trump, Medvedev, il a été d'une certaine manière président par intérim de la Russie. Et ça n'a pas été un président qui a eu beaucoup de succès pour le monde, puisqu'il a été président au moment de la chute de Kadhafi en particulier, mais il était également président au moment où a commencé la guerre civile en Syrie. Donc il a été un président vraiment faible, et parce qu'en fait, à ce moment-là, Vladimir Poutine était Premier ministre, donc il s'occupait de ce qui se passait à l'intérieur du pays, alors que le président s'occupe vraiment de tout ce qui est question internationale. Et depuis, petit à petit, il a été complètement... On a des petits problèmes avec le réseau à Bertrand actuellement. On va être patient, c'est les joies du direct. Là, dans ce cas-là, souvent, on doit éteindre. Non, c'est bon. En fait, là, j'ai Starlink, donc parfois le satellite part quelques secondes. Donc ça nous arrivera de temps en temps. Donc, on se rappelle, par exemple, pendant la tentative de coup d'État de Wagner avec Prigojine, eh bien, c'est Medvedev qui avait dit qu'il fallait absolument bombarder, envoyer l'aviation, envoyer des missiles sur les troupes de Prigojine, alors qu'on a vu que la diplomatie avait tout réglé. Donc, il est très extrême, en fait, Medvedev. Alors, ça a... Normalement, avec ça. Tu vois, ça plaît à pas mal de gens excessifs en Russie, à tous les gens qui sont patriotes et qui comprennent pas la retenue de Vladimir Poutine, mais surtout ça plaît également à Donald Trump, parce qu'en ce moment Donald Trump, il est complètement embrouillé, c'est-à-dire qu'il avait annoncé que depuis qu'il était là, l'économie allait super bien, et on vient de découvrir, alors qu'il est quand même là depuis janvier comme président, eh bien, les chiffres qui ont été communiqués pour l'emploi aux États-Unis étaient tous faux, mais pas un petit peu faux. C'est-à-dire le cumul des erreurs, c'était en millions de faux jobs. Et en fait, ce que Trump cache, c'est l'impact de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est un pays extrêmement tertiaire, avec beaucoup de sociétés de services, beaucoup de consultants, beaucoup de comptables, et c'est les premières cibles de l'intelligence artificielle. Et donc, il y a vraiment une chute de l'employabilité dans ces secteurs-là, qui est très, très nette.
et qui va s'accélérer, puisqu'en fait, le niveau des outils est tel que maintenant, en fait, il supprime des programmeurs, il supprime même des professeurs. C'est-à-dire qu'il y a énormément de systèmes de cours en ligne qui n'utilisent plus du tout que les propositions de cours en ligne, des cours particuliers également, sont faits par des machines. Mais il faut que tu imagines que des machines programmées peuvent donner 1 million de cours différents en même temps à 1 million de personnes différentes. C'est-à-dire que tu as 1 million de personnes qui ont l'impression de prendre un cours particulier en ligne, mais en fait, ils parlent à la même machine qui parle à tout le monde en même temps. Et donc, que disait Trump? Il disait Medvedev a osé parler de nucléaire, parce qu'en fait, Medvedev avait parlé de quelque chose qui s'appelle la doctrine de la main morte. Alors, je vais expliquer en quelques mots ce que ça veut dire, la doctrine de la main morte. Ça veut dire que si, comme les Israéliens ont fait avec le Hezbollah, comme ils ont fait avec l'Iran, c'est-à-dire qu'une très grande partie de l'état-major est tuée. On avait vu avec le Hezbollah, c'était les pagers et ensuite les bombardements à Beyrouth. Et donc tout l'organigramme du Hezbollah avait été tué. Et avec l'Iran, eh bien, c'était 20 des plus hauts gradés. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui ont échappé, iraniens qui sont morts en même temps, la même soirée. Et surtout, ça faisait déjà des mois qu'il y avait des assassinats de hauts gradés de l'armée iranienne. Mais également, au début, on avait parlé de 9 des 10 plus grands scientifiques iraniens dans le domaine du nucléaire. Maintenant, on sait qu'en fait, il y a 23 scientifiques iraniens qui ont été assassinés. 9 spécialistes de la balistique, des spécialistes des process industriels, puisqu'en fait, c'est pas tout de Encore une fois, on a des petits problèmes, Bertrand. Bertrand nous dit qu'il fait avec Starlink. Normalement, ça fonctionne très, très bien. Et ben donc, ce sont tous les missiles, enfin tous les spécialistes des missiles également qui ont été assassinés. Et donc, ce que disait Medvedev, c'est si vous essayez de faire la même chose avec nous, puisqu'on voit de plus en plus de raffineries très loin de la frontière qui sont attaquées par des drones. On avait vu les aéroports avec des avions bombardiers nucléaires russes qui ont été détruits, mais très très loin de la frontière, puisque c'était à 4000 km de l'Ukraine. Et donc, on avait vu, c'était avec des drones qui étaient positionnés proches des aéroports, et donc c'est quasiment impossible d'arrêter, puisqu'en fait, à moins de détecter les personnes qui sont en train d'avoir une attitude bizarre à proximité de l'aéroport, eh bien c'est trop tard. Et on avait vu, c'était tellement trop tard qu'il y a plusieurs avions qui ont été détruits. Or, ce sont des avions extrêmement rares. C'est des avions, c'est équivalent aux plus gros avions qui existent, parce qu'un missile nucléaire, ça pèse très très lourd, et donc ces bombardiers nucléaires sont des avions très très spécifiques, avec des systèmes de brouillage, avec des systèmes de défense, et avec des systèmes informatiques dedans qui leur donnent une forme d'autonomie en fait pour le déclenchement des missiles. Donc il y en a peu des avions comme ça, puisque par définition tu ne devrais pas en avoir besoin de beaucoup. Alors juste, je rappelle d'ailleurs que par rapport au contrat nucléaire entre les pays, tu sais, de non-prolifération, ces avions ont pu être atteints facilement avec des petits drones, parce que pour éviter la paranoïa, eh bien, les avions devaient tout le temps être visibles par satellite. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, les pays devaient pouvoir être rassurés sur l'endroit où sont les avions en permanence. Alors, pas les sous-marins, mais les avions. Et on va y arriver justement aux sous-marins. Et donc, évidemment, les Russes ont dit qu'ils étaient plus tenus à ça. Donc maintenant, les avions, tous leurs avions vont être dans des hangars entièrement fermés, et qu'aucun drone de petite taille ne pourra pénétrer. Mais c'est pour dire que la confiance est complètement rompue. Parce que le process qui est utilisé, le type de camion
est exactement le même qui a été utilisé en Russie et en Iran. Et donc les Russes ont compris que le Mossad, d'une manière ou d'une autre, était impliqué, puisque c'est le Mossad qui avait infiltré l'Iran, et que si le Mossad a utilisé cette méthode pour tuer des gens, pour détruire des lance-missiles en Iran, et que 2 mois avant, ça avait été fait en Russie, ça veut dire que le Mossad, depuis des mois et des mois, travaille sur ces techniques et diffuse, entre guillemets, ses idées, ses méthodes. Et donc, aujourd'hui, c'est certain qu'en Russie, ils sont particulièrement inquiets de tout l'approvisionnement, parce qu'ils savent qu'il y a des risques d'empoisonnement de hauts gradés. Hein. Il y a déjà 2 hauts gradés qui ont été tués en Russie au cours des derniers mois. Le spécialiste des armes chimiques et le spécialiste de l'intégration, entre guillemets, des armées. Et lui, ce qu'il faisait, entre autres, c'était lui qui avait la haute main sur les relations avec la Corée du Nord. C'est-à-dire qu'il était le général qui coordonnait, entre guillemets, avec les différents pays l'intégration de leurs soldats. Donc on n'en avait pas trop parlé à l'époque, mais c'était dans ce cadre-là qu'il avait été ciblé, en fait. C'était une manière de dire, voilà, vous avez fait venir... Donc c'est des messages qui se font passer. Nous, on ne voit pas forcément tout. C'est-à-dire que quand une raffinerie explose en Russie, si dans quelques jours, il y a un train qui déraille ou il y a une épidémie alimentaire dans une base militaire ou autre, eh bien, il est probable que ce soit pas forcément la main de Dieu qui a agi pour ça. Bertrand? Oui. Qu'en est-il? On connaît l'influence de l'EPAC, du CRIF ou du côté occidental, et certains me parlent aussi d'une présence en Israël de beaucoup de Russes qui ont la double nationalité Israël-Russie. Qu'en est-il de la situation de la population juive en Russie? Et c'est quoi la dynamique actuellement par rapport à la Russie? Je vais donner un exemple très précis parce que je l'ai vécu en direct. Donc, tu sais que je passe régulièrement dans les médias russes. Il n'y a pas un mois où j'ai pas 1 ou 2 longues émissions dont des extraits passent à leur télé devant 15 ou 20 millions de personnes, entre 15 et 20 millions. Et après, en fait, l'émission complète est proposée sur les chaînes de ces différents groupes. Donc, et de février jusqu'à à peu près octobre, novembre 2023, je passais très souvent. Et vers octobre, novembre 2023, bizarrement, là. Ça vient de... T'étais à bizarrement en octobre 2023. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Et donc, je suis de moins en moins invité, quasiment plus. Donc, je demande aux personnes, mais est-ce qu'elles ont une explication pour ça? Et puis, il y en a un qui me rappelle un peu plus tard, mais pas sur la ligne de la chaîne où il bosse, avec son WhatsApp, et il me dit, écoute, en fait, les positions que tu prends par rapport à Israël ne plaisent pas à la plupart des producteurs des émissions, donc ils veulent plus qu'on te fasse passer. Et je me dis, merde, c'est pas possible, pas en Russie. Enfin, en plus, c'est rare que les Russes m'interrogent sur le conflit en Palestine. Tu vois, ça peut être quelque chose, mais manifestement, ils ont leur base de données. Et d'un seul coup, j'étais sorti de la catégorie qu'ils aimaient bien. Donc, j'étais quelqu'un qui avait une analyse qui leur convenait, entre guillemets, et qui les intéressait sur l'opération spéciale en Ukraine, sur la politique dans le monde en général.
Mais d'un seul coup, vu les positions que je prenais sur ce qui se passait à Gaza, j'étais pas forcément quelqu'un qui voulait mettre en avant. Parce que par ricochet, les gens pouvaient commencer à me suivre, tu vois, sur des réseaux et entendre ce que je disais sur d'autres sujets. Ou parfois, je suis interrogé. Alors, ils font pas direct, hein, mais donc j'étais moins interrogé. Et puis, d'un seul coup, à peu près 6 mois après, je recommence à être interviewé, mais comme avant, comme si il s'était rien passé. Et donc, je leur dis, mais comment vous expliquez ça? Et il me dit, en fait, il y a eu une énorme purge. C'est-à-dire qu'en fait, tous les producteurs qui avaient été identifiés comme ayant une casquette qui dépassait, entre guillemets, ce qu'on attend d'eux, puisque c'est pas du tout le message que veut faire passer la Russie d'une façon générale, hein. C'est d'être un média vraiment très honnête, entre guillemets, par contraste avec ce qui peut se passer chez nous en Occident, où tous les médias sont monomaniaques sur ces questions-là. Et donc, en fait, les nouvelles personnes qui étaient en charge de ça, manifestement, avaient beaucoup moins de réticence à avoir quelqu'un qui prenait des positions qui étaient véritablement inquiètes de la tournure que prenaient les événements là-bas et d'un génocide. Et depuis, on sait qu'il y a aucun doute, hein, nettoyage ethnique, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, etc. Mais aussi, ce qui s'est passé, il faut reconnaître, c'est qu'en avril 2024, et c'était à peu près le moment où j'ai recommencé à être dans les médias, la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale, donc la Cour internationale de justice, a lancé une procédure pour étudier si jamais il y avait bien un génocide en cours à Gaza. Et la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt international contre, entre autres, Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais il faut savoir que le Premier ministre russe actuel, qui s'appelle Mishustin, son job, il a 2 jobs, en fait, de lutter contre la corruption. C'est son job numéro 1. Et d'ailleurs, on voit que le nouveau ministre de la Défense, c'est un ancien du ministère des Finances. C'est l'ancien ministre des Finances. Et il y a beaucoup de généraux, beaucoup de patrons d'état-major qui ont été limogés parce qu'ils étaient soupçonnés, donc les procès commencent, d'être totalement corrompus. Et sa deuxième mission, c'est ce qu'on appelle la 5e colonne. Donc c'est identifier les gens qui ont une allégeance pour un autre drapeau ou un autre intérêt que l'intérêt supérieur du peuple et de la nation russe. Et donc, évidemment, quand assez vite, un certain nombre de producteurs d'émissions ont été identifiés comme complètement pro-israéliens, c'était devenu inacceptable puisque la position de la Russie sur ces questions-là est très différente. Mais tu imagines bien si dans les télés russes, les Russes vivent exactement ce qu'ils avaient vécu au début de l'opération spéciale, hein, c'est-à-dire au début de l'opération spéciale, sur les réseaux sociaux et dans les médias, à peu près 80% des messages étaient contre la Russie. Et il a fallu que la Russie reprenne en main tous ces médias, parce qu'ils avaient réalisé à quel point c'était infiltré. On n'imagine pas, en fait, chez nous. C'est-à-dire que les gens pensent que la Russie était une dictature, mais non. 80% des médias russes étaient entre des mains privées et avec de l'argent de BlackRock ou d'autres boîtes comme ça. Il faut voir que la Russie, il y avait une bourse avec des investisseurs internationaux, il y avait des grands groupes internationaux qui étaient présents et ils étaient très présents dans les médias et dans la pub dans les médias. Tu avais de la pub pour McDo, pour Coca, pour Apple, pour toutes ces choses-là en permanence. Et donc, au début, en fait, la Russie s'est retrouvée avec beaucoup d'ennemis de l'intérieur. Oui. Et donc, ils ont eu exactement la même chose sur la question israélienne. C'est-à-dire que tous les messages qui passaient étaient très favorables à la décision d'Israël de bombarder et de faire quasiment un nombre illimité de victimes et de présenter de façon très négative les Palestiniens.
Et donc, d'un seul coup, en fait, les Russes se sont retrouvés confrontés au même constat que font beaucoup de pays. C'est qu'en fait, il n'y a pas une liberté de parole sur un certain nombre de sujets. Il y a des sujets qui sont interdits, il y a des sujets qui sont dangereux, et celui-là, même en Russie, l'était, puisqu'ils étaient capables de bannir, entre guillemets, des intervenants étrangers qui venaient régulièrement dans la télé. Donc ça s'est arrêté. Mais ta question exacte, et après on reviendra au sous-marin de Trump, Oui. parce que mais ta question exacte, c'était est-ce que les médias russes et la Russie en général est très influencée sur cette question? La réponse reste oui, mais surtout c'est Vladimir Poutine qui avait dit aujourd'hui quasiment la majorité des Israéliens est de langue maternelle russe. Oui. C'est ça exactement ce qu'il a dit. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les régions de Pologne, les régions d'Ukraine, de Russie, etc., au moment où Israël a été créé après la guerre, il y a eu énormément de gens de ces pays de l'Est qui ont décidé de partir. Donc il y a eu beaucoup de juifs polonais. Donc ils n'étaient pas du tout tous morts dans le ghetto de Varsovie. Il y en avait encore énormément de survivants. Et c'était vrai aussi en Ukraine, c'était vrai en Tchécoslovaquie, c'était vrai dans l'Est de l'Allemagne. Et donc les Russes, t'avais beau être dans la perspective des deux blocs, mais ce n'était pas le cas au début. Au moment de la création d'Israël, on n'a pas deux blocs qui se font face. Ça, c'est une logique qui est en train de se construire. Et elle se construit beaucoup d'ailleurs sur la base des famines dans lesquelles les Russes se retrouvent confrontés en fait. Puisque tu sais que la Russie ne bénéficie d'aucune aide. C'est eux qui ont eu 27 millions de morts. Ben oui. C'est eux qui ont eu des régions complètement détruites. Et en fait, c'est la partie de l'Allemagne industrielle, etc., qui n'a pas du tout été détruite et qui a été dans les mains de la partie occidentale. Il faut savoir que tout ce qui était Ruhr, tout ce qui était industrie allemande, et qui était une industrie issue du Troisième Reich, n'a pas du tout été endommagée. C'est-à-dire que les bombardements alliés bombardaient tout, sauf l'industrie allemande. Ils ont bombardé les villes comme Dresde, ils ont bombardé Berlin, tu vois, avec des avions, mais ils ne bombardaient pas les banlieues industrielles. Ils bombardaient les civils. Et ce qui explique d'ailleurs pourquoi l'Allemagne est devenue aussi rapidement un géant, alors que c'était un pays qui était censé être à genoux et avoir perdu la guerre. C'est qu'en fait, il avait toute cette industrie, toutes ces méthodes de travail et toute cette compétence en fait qui avait été accumulée. Et il faut savoir aussi que les Américains, avec l'opération Paperclip, ont récupéré tous les cerveaux. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré von Braun, qui avait créé les fameux missiles fusées russes, et qui est devenu le patron de la NASA et le patron du programme spatial américain. Mais ils en ont récupéré beaucoup. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'il y a eu des gens comme Kurt Waldheim, etc., qui étaient d'anciens hauts gradés de l'armée nazie, et qui sont devenus des chefs de l'OTAN, des patrons de grosses administrations dans le cadre de la création de ce qui allait devenir l'Union européenne. Donc au début, c'était une communauté de l'acier et du charbon, puis ça a été la communauté européenne, puis c'est devenu l'Union européenne. Et bien sur le chemin, tu as eu énormément d'anciens chefs de l'administration ou de l'armée allemande nazie. Bon, moi je suis pas quelqu'un qui croit qu'il peut pas y avoir de rédemption, mais ce qui est quand même fascinant, c'est la capacité avec laquelle des gens qui sont censés avoir été au sommet du pays qui a commis ce qui est un des plus grands crimes de l'histoire de l'humanité, ont pu être considérés subitement comme les gens les plus valables pour mettre en place ce que beaucoup considèrent comme le succès du nazisme, c'est-à-dire l'Union européenne. C'est une manière de créer ce que les nazis n'ont pas réussi à faire
mais sans canon, sans rien, juste avec des contrats, avec la peur, des vaccins, des chaînes de télé, etc. Donc il y a un parallèle quand même qui est assez troublant et qui est symptomatique puisqu'on a exactement la même chose qui se passe en Syrie. C'est-à-dire que ce sont les bons terroristes syriens, les coupeurs de tête, qui aujourd'hui sont à la tête de l'État. Et on voit bien les conséquences, puisqu'en fait, c'est des gens qui ne sont pas du tout respectés à l'échelle du pays, puisque le Jolani, qui est le patron d'HTS, et maintenant il a un nouveau nom. D'ailleurs, l'ancien nom a quasiment disparu, c'est-à-dire que tu ne retrouves jamais les deux noms ensemble. C'est Wikipédia, l'intelligence artificielle. Il ne faut surtout pas que les gens fassent le lien. C'est-à-dire qu'ils considèrent que d'ici 6 mois, tout le monde aura oublié, en fait. C'est-à-dire les gens, tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui passe de femme à homme. Tu es obligé d'oublier qu'il a été une femme un jour. Quelqu'un qui a été terroriste, tu es obligé d'oublier qu'il a été terroriste un jour. Quelqu'un qui a été nazi, tu dois oublier qu'il a été nazi. En revanche, si toi, Karl, un jour, tu fais une bévue sur certains sujets, ou si tu invites quelqu'un qui a une mauvaise image sur certains sujets, ce sera indélébile. C'est-à-dire que ça deviendra consubstantiel à qui tu es. C'est-à-dire que tu ne pourras plus jamais l'effacer. Donc tous les crimes sont effaçables. Tous les crimes sont effaçables. Oui, quand tu fais partie de la clique, ils peuvent monter en épingle une vedette. Si le système a décidé qu'il avait besoin de toi comme quelqu'un de sympathique, c'est ça. Donc, on a des petits problèmes, mais c'est les joies du direct. Et attends, tu sais quoi? Je vais couper la caméra 2 minutes, je vais faire quelque chose et je reviens. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous mettre, pendant que Bertrand va se reconnecter, je vais juste repartir ici. Je veux vous présenter une vidéo concernant toute cette question-là, de l'antisémitisme et autres. Et je vais vous présenter un petit passage à 13 minutes. C'est un site Nouveau Monde French en français où on traduit les entrevues que certains géopoliticiens donnent à des militaires aux États-Unis. Je les suis particulièrement. Et André I. Martyanov, cet ancien militaire américain, dit ceci à 13 minutes 40. Et je veux que, concernant la Shoah et tout ce qu'on a voulu monter autour de ça, qui fait que il est impossible d'aborder certains sujets en Occident sans être complètement stigmatisé. Alors, je vous fais entendre ça. Ça dure pas longtemps. Mais une chose est sûre, la carte de la Shoah a expiré. Tu sais, la carte de la victimisation est périmée. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours détesté les Russes. Je veux dire, par exemple, surtout ces Juifs de l'industrie de l'Holocauste qui profitent de ce train à soupe aux États-Unis. Tu peux pas venir en Russie et dire « Oh oui, j'ai survécu à l'Holocauste », alors que nous, on a perdu 27 millions, la plupart civils, tu sais. Donc, oui, la rivière de Crimée, en fait, si ce n'était pas pour l'armée rouge, la nôtre et les autres, ces lieux horribles n'auraient pas été libérés. C'est une interaction assez complexe. Ils ont trouvé un bon endroit, ignorant la guerre, les États-Unis, qui ont été épargnés. Tu me diras quand arrêter, parce que c'est intéressant ce qu'il dit. Ils ont monté ce... Non, mais moi, je trouve ça passionnant. Hein. Hollywood. Parce qu'il dit exactement ce qui devrait être le cas dans tous les pays du monde. C'est-à-dire en quoi les nouvelles générations doivent expier le fait que les générations précédentes, souvent sans le savoir, ont vécu à une époque où quelque chose de dramatique s'est passé. Qui est coupable d'un crime qu'il n'a pas commis?
et qu'il n'a même pas vu. Alors qu'en ce moment, l'humanité entière est témoin d'un génocide qui se passe sous nos yeux. Et on nous demande non seulement de ne pas en parler, mais de même pas l'évoquer parce que ça pourrait blesser des gens qui sont les enfants ou les petits-enfants de victimes d'un autre crime. Mais ce crime, il est passé. C'est terminé. Terminé. Je sais qu'encore aujourd'hui, tu as des sociétés qui donnent des milliards d'indemnités sur cette base-là. Et bizarrement, si toi, tes parents ont eu un appartement détruit ou ça a été volé, tu n'auras jamais rien. Mais voilà, tu ne seras pas considéré comme une vraie victime, tu seras une victime secondaire. Je vais juste copier l'adresse. Il y a des. On continue à l'écouter parce que j'ai dit je veux présenter ça à Bertrand parce que on connaît toute l'influence dans le cerveau occidental de l'opinion des Américains. Quand on se le fait dire par un Américain, là, ça commence à porter un peu plus. J'aime bien entendre aussi tous nos géopoliticiens ici en France, en Suisse. On a d'excellents, mais moi, j'ai dit que j'avais hâte qu'on débatte de ça aux États-Unis. Et actuellement, ce que tu dénonces, ce que Alain Soral dénonce et d'autres en France, est souvent mis sous le tapis. Et là, c'est aux États-Unis que ça se passe. Et eux utilisent véritablement des mots crus, n'hésitent pas à les pointer du doigt. Et dans cette... c'est là qu'on apprécie beaucoup la liberté de parole qui peut exister encore aux États-Unis, même si ça devient de plus en plus difficile. Et ça vient de militaires d'une expérience unique sur le terrain. On parle pas de lecteurs du Reader Digest, on parle de personnes qui savent de quoi ils parlent. Et ça rejoint tout ce que tu nous dis, ce que le général Dominique Delaware nous disait aussi, et bien d'autres que j'ai osé faire venir ici au Québec, parce que c'est pénible de voir jusqu'à quel point ici, notre colonie britannique est sous l'emprise de l'empire du mensonge. Exact. On l'écoute encore. 2 minutes, puis j'ai un autre passage, mais je veux, puis tu me diras quand arrêter ce passage-là, parce que malheureusement, la régie me permet pas d'entendre, mais je sais qu'il en dit encore sur le sujet. On l'écoute. Daube qu'ils ont fait Enemy at the Gates sur Stalingrad, que les Russes ont vomi en regardant cette merde. Mais oui, il y a beaucoup de films sur l'Holocauste. Certains sont vraiment bons, quelques-uns sont des chefs-d'œuvre, comme La Liste de Schindler ou Jacob le Menteur. Un film sur l'Holocauste exceptionnel. Mais ils ne feront jamais ça sur les Russes. Ils ne savent même pas comment faire. Et ils détestent les Russes. C'est ça l'Amérique. C'est un pays parfait pour ça. Je ne sais pas si tu as vu l'interview de ce colonel américain. Il fait partie des Green Berets, il est allé en Palestine, il parle de ce qu'il a vu, ce qu'il a constaté là-bas. C'est incroyable. Tu vois, il n'y a aucune morale. Il n'y a rien à considérer chez les Israéliens. Et il force les gens qui essayent de nourrir, d'aider les habitants à se comporter comme eux. C'est un génocide. C'est un génocide, c'est le mot. C'est un holocauste. Ils ont voulu un holocauste. Ils ont créé un holocauste là-bas. Ils font un génocide de la population palestinienne. Il n'y a aucune morale dans l'État d'Israël. C'est un État génocidaire tel qu'il existe aujourd'hui. Et à cause de cela, inévitablement, et ça arrive déjà, comme l'a évoqué Alistair Crook, il y a un basculement. Et encore, ne vous méprenez pas, il y a encore beaucoup de personnes honorables et intègres dans l'armée américaine. Et ouais, quand ce colonel est allé là-bas, ils ont essayé de comprendre ce qui se passe. Ils ont été terrifiés par les atrocités qu'ils commettent. Tu me le dis quand tu veux réagir. Oui, alors là, je vais réagir. Oui. Donc j'ai vu l'interview de Tucker Carlson qui a fait l'interview de ce colonel des Bérets Verts. Alors, je vais juste peut-être remettre un peu de contexte parce que c'est toujours difficile. Là, quand tu écoutes Martinoff,
Tu as l'impression que le colonel était un observateur ou quelqu'un qui aurait pu avoir des informations privilégiées. Pas du tout. Il venait de prendre sa retraite au début de l'année. En avril, il a été contacté par une boîte de sous-traitants américaine qui lui a demandé s'il voulait reprendre du service. Et comme c'était un ancien des forces spéciales, il avait le profil pour la mission, pour cette organisation humanitaire qui doit remplacer l'UNRWA, l'UNRWA, qui s'occupait en fait de 280 points de ravitaillement à Gaza. Mais la nouvelle organisation humanitaire, elle, n'en fait que 4. Donc quand tu imagines la taille de Gaza, 4 points d'approvisionnement pour, on ne sait pas combien il reste de personnes vivantes à Gaza. Est-ce que c'est 1,5 million, 1,7 million, 1,8 million, 2 millions? Mais vraiment, on ne sait pas du tout. Parce qu'en fait, on sait qu'il y avait 2,4 millions, 2,5 millions personnes, mais on sait qu'il y a des zones entières où personne ne sait ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes qui n'ont pas voulu quitter Gaza City, des personnes âgées, des familles, et on sait qu'elles sont mortes parce que c'est devenu des kill zones, des zones dans lesquelles les soldats ont ordre de tuer toutes les personnes qui ne sont pas de l'armée. Ça s'appelle vraiment des kill zones. C'est pas des no man's land, c'est des kill zones. Donc tu sais, les no man's land, ça c'était le truc des nazis. C'est-à-dire que si tu étais prêt dans un no man's land, on t'arrêtait et tu étais emprisonné, même si tu avais des papiers en règle, même si, parce que tu étais dans un endroit interdit. Les kill zones, ça n'a rien à voir. Si tu y es et que tu n'es pas un militaire, tu te fais tuer. On ne te demande pas tes papiers, on ne te demande pas pourquoi tu es là, on te tue. Mais on te tue assez facilement en Cisjordanie ou assez facilement même dans les endroits qui ne sont pas des kill zones. Ne me faites pas dire qu'on n'est tué que dans les kill zones. À Gaza, Israël tue de façon indiscriminée partout, y compris, et c'est ce que décrit ce colonel, donc il accepte le job et il devient une des personnes qui est là pour protéger ceux qui donnent l'aide alimentaire. Pourquoi protéger? Parce qu'on fait croire qu'il y a une infiltration du Hamas qui volerait la nourriture et ce qui serait à l'origine de la famine. En fait, toutes les enquêtes ont montré que c'était absolument faux, que le Hamas n'est pas infiltré, que le Hamas ne vole pas la nourriture et que ce sont même des civils qui donnent ou qui font passer au Hamas de la nourriture, puisque contrairement à ce qu'ils racontent, il n'y a pas 20 000 soldats du Hamas. Ça, c'est ce qu'ils racontent pour justifier de tout écraser. Il reste peut-être quelques centaines, entre guillemets, de personnes du Hamas. Il n'y a pas d'armée comme le prétend Netanyahou ou les autres. Donc, il n'y a pas des milliers de kilomètres de tunnels qui sont encore utilisés, puisque à maintes reprises depuis octobre 2023, Israël a conquis tout le territoire de Gaza. Tout. Ils ont entièrement pris Rafah, puis ils l'ont redonné, puis ils l'ont reconquis. Ils ont entièrement pris Gaza City, puis ils l'ont redonné, puis ils l'ont repris. Donc s'il y avait des tunnels, s'il y avait des réseaux, s'il y avait des machins, ça fait très longtemps qu'ils les auraient trouvés. Donc il y a peut-être encore des petits bouts de tunnels, des petits endroits, mais pas significatifs. Et donc ce béret vert, il décrit plusieurs choses. Il dit d'une part, le matériel qu'on nous a donné, c'était pas du matériel de sniper, c'était pas du matériel de tireurs d'élite pour essayer de viser des gens du Hamas, c'était des fusils entièrement automatiques et il décrit même très précisément les balles en disant les balles qui sont utilisées, c'est des balles chères et qui sont faites pour traverser les blindages. C'est-à-dire que c'est des balles qui sont faites pour traverser plusieurs corps. C'est-à-dire que quand tu vises quelqu'un, eh ben, tu traverses la personne et ça va traverser 2, 3, 4 corps. Je ne sais pas si tu imagines ce que je viens de dire. C'est-à-dire, et c'est pas moi qui le dis, c'est lui, il est spécialiste en armement. Et donc, quand on leur a donné ces armes-là, il a dit, mais c'est pas du tout des armes adaptées dans un tel environnement. Parce que même si tu tires la balle au-dessus de la foule, tu risques d'atteindre. Ça, c'est la première chose. Mais ensuite, ils n'ont pas pris que des bérets verts comme lui, qui sont des personnes relativement chères à la journée. C'est pour ça qu'il y allait. Hein. Il reconnaît que ce qui l'a motivé, c'était de faire, entre guillemets,
une bonne œuvre avec ses compétences qu'il avait, puisqu'il a été dans beaucoup de théâtres de guerre, mais aussi parce qu'il allait gagner pas mal d'argent. Et il disait, ceux qui travaillaient avec nous, c'était uniquement les jeunes de l'armée israélienne, pas du tout expérimentés. Donc des personnes auxquelles, quand tu donnes ce type d'armes, qui a un brouhaha, qui a des mouvements de foule, qu'il y a des gens qui commencent à tirer, qui eux se mettent à tirer de façon complètement désordonnée. C'est-à-dire qu'en fait, ils tuent en croyant qu'il y a une marée humaine qui va venir vers eux. Donc ils tirent sans comprendre pourquoi. Tu sais, c'est un peu comme quand il y a des prises d'otages ou des choses comme ça. Bah, il faut enlever les armes à tous les policiers qui sont jeunes et n'avoir que des gens très expérimentés pour éviter une bavure. Bah, là, c'est l'inverse, en fait. Ils ne mettent en situation que des gens qui sont censés être insensibles à la mort, comme un béret vert qui a été plein de fois en Irak, plein de fois en Afghanistan, plein de fois sur des théâtres où il a vu de la mort, et des jeunes soldats qui, par ailleurs, souvent ne parlent pas la même langue. Donc, ils peuvent même pas se donner des instructions les uns les autres. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour les coacher. Ils sont là pour soutenir en cas de débordement. Et donc, lui, il observe ça. Donc, il démissionne. Et c'est ça qui rapporte. C'est-à-dire qu'il est un des seuls, peut-être le seul, à décrire ça. Mais il y a beaucoup de gens qui se suicident. C'est-à-dire que tu as des jeunes soldats qui se suicident tous les mois. Tu as plusieurs personnes qui se suicident. C'est rien par rapport au nombre. On voit bien qu'il n'y a pas tellement d'objection de conscience ou de choses comme ça, hein, que ça paraît naturel. C'est un peu ce que dit Martinoff. On a le sentiment quand même que cette cruauté, ces assassinats d'enfants, ces bébés qui sont brûlés, décapités, ces femmes enceintes qui sont tuées, c'est l'absence de nourriture, l'absence d'anesthésie, d'antibiotiques, de médicaments. Manifestement, ça ne dérange personne. C'est-à-dire, il y a des manifestations, mais qui sont plus pour dire pourquoi vous n'allez pas plus vite pour libérer les otages. Parce qu'en fait, il faut se préoccuper du sort, et on s'en préoccupe tous, de 20 otages. Moi, je suis très triste pour les otages, je souffre pour eux. Mais à un moment, il faut quand même regarder la réalité en face. Dans les prisons d'Israël, il y a des milliers d'otages, de personnes qui sont là sans procès, qui sont là sans avocat, qui sont là sans que le moindre juge ne sache pourquoi ils sont là. Et ça peut durer. Il y a des images qui montrent qu'il y a des viols, il y a des maladies, il y a des conditions d'hygiène qui sont redoutables, il y a des conditions climatiques qui sont infernales. Et quand ils survivent à ça, qui décrivent le type d'eau croupie qu'on leur donne à boire, tu te demandes comment ils survivent, la nourriture, parce que la Croix-Rouge, elle n'a pas accès à eux. Puisque comme on t'explique que c'est les pires terroristes, que c'est pas des humains, que c'est des monstres, etc., personne n'a accès à eux, en fait. Et ça, c'est ce qui se passe. Donc ça, c'est ce que lui décrit. Il décrit ça dans cette interview à Tucker Carlson, mais surtout, il dit quelque chose. Qu'il a vécu des guerres avec des personnes dans son camp et dans le camp d'en face qui étaient très excessives. Et évidemment, on pense aux images que Assange avait montrées et qui avaient déclenché tellement d'horreur, entre guillemets. Des assassinats d'innocents, des assassinats de journalistes, tu sais, à Bagdad avec un hélicoptère, et plein d'assassinats d'innocents. Mais à Gaza, depuis quasiment 2 ans, c'est tous les jours des centaines d'innocents qui meurent. Écoute, Bertrand, de là aussi la contradiction de Trump qui a joué au mélodrame en Ukraine pour justifier, parce que tu voulais revenir sur les sous-marins nucléaires et la montée en tension entre les deux dirigeants, Poutine et Trump. Excuse, j'ai perdu mon idée. Cette montée de tension-là, puis tu parlais Ah oui, c'est ça. Il s'est offusqué des morts qu'il y avait en Ukraine sur le front ukrainien et a passé sous silence qu'est-ce qui se passe à Gaza, au Proche-Orient. C'est un 2 poids, 2 mesures. J'aurais aimé qu'il s'indigne des deux côtés. Ouais. Mais le problème, c'est que non seulement il ne s'indigne pas concernant ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie, en Syrie,
mais en plus, il interdit aux gens de s'indigner. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que Trump, il n'est pas simplement dans le silence de quelqu'un qui joue un jeu et qui va à un moment, comme le prétendent les QAnon, dire « Netanyahou, on t'a démasqué ». Parce que c'est ce que prétendent les QAnon. C'est qu'en fait, il fait ça, il les laisse montrer des horreurs pour qu'ils se démasquent et qu'ils montrent qu'ils sont horribles. Mais je pense que les QAnon ne réalisent pas, que ce soit Cosette ou Black Bond ou d'autres, que Trump, non seulement il ne dit rien, mais il fournit des armes et il fait pression, que ce soit sur les universités, sur les médias, sur les touristes. Parce que quand tu es touriste aux États-Unis, ils peuvent screener tes réseaux sociaux pour vérifier, et ils n'ont pas besoin de les screener, parce que la NSA a déjà fait le boulot, faut pas s'inquiéter, pour vérifier ce que tu dis ou pas de mal sur Israël. Ils se fichent que tu dises du mal sur Trump. Ils se fichent que tu dises du mal sur les États-Unis. Ils se fichent que tu brûles le drapeau américain. Mais si tu as dit du mal du drapeau israélien, si tu as dit du mal de la politique de Netanyahou, si tu ne pleures pas tous les jours pour les otages du 7 octobre, tu risques de te faire renvoyer dans ton pays sans pouvoir mettre le pied aux États-Unis. Mais ça, c'est jamais arrivé. C'est quand même le pays du premier amendement. Le fait de critiquer la politique d'un État, ça fait pas de toi un terroriste. Or, aujourd'hui, que ce soit sur Israël ou sur l'affaire Brigitte, puisqu'on a vu l'ex-garde des Sceaux Dupond-Moretti dire que c'était tout bonnement une affaire de terrorisme en bande organisée. C'est-à-dire qu'en fait, il a réussi à faire le lien entre cette affaire, l'extrême droite, et il est passé très rapidement de l'extrême droite à la Russie. Sous-entendu, cette affaire, c'est la faute de Poutine. Mais ça, c'est ce qui s'est passé en ton absence. Tu n'imagines pas, entre guillemets, le trouble de raisonnement de ces gens-là. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas pourquoi cette affaire existe encore. Elle devrait être traitée depuis très longtemps. On ne sait même pas ce qu'on reproche à des gens qui interrogent. Tu sais, il y a une question fondamentale qu'il faut se poser. Est-ce que dire de quelqu'un, par exemple, qu'il est gay ou qu'il est trans, c'est un crime? Parce que si c'est un crime, ça sous-entend qu'être gay ou être trans, c'est mal. Or, dans notre société, personne ne sous-entend que c'est mal. Même pas les gens qui s'interrogent. Tu vois ce que je veux dire? On peut s'interroger sans considérer que c'est mal. C'est juste une question d'honnêteté, c'est une question de transparence. Ouais. C'est peut-être aussi une question de mensonge, mais ce qui n'a rien à voir avec avoir un avis négatif sur la chose en soi. Je pense que personne n'a un avis négatif. Les gens s'interrogent sur quelque chose de troublant auquel aucune réponse n'a été apportée, à part des procès. Tu sais, quelqu'un me racontait, et j'ai revu la vidéo, à une époque, en fait, George Clooney, il y a eu un énorme bruit contre lui en disant « George Clooney, il n'aime pas les femmes, il est gay ». Et à un moment, les gens lui ont dit « Mais pourquoi vous attaquez pas les gens qui font suivre ce bruit ?» Et il dit « Mais vous rigolez, si je les attaquais, ce serait comme si je poignardais tous mes amis gays, puisque ça sous-entend qu'être qualifié de gay comme eux le sont, ce serait une insulte. Or, être gay, ça n'est pas une insulte. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est-à-dire que on est ce qu'on est. Si on est un homme, c'est pas une insulte d'être un homme. Si t'es blanc, c'est pas une insulte d'être blanc. Si t'es noir, c'est pas une insulte d'être noir. Si t'es trans, c'est pas une insulte. C'est un choix, ou t'es né hermaphrodite ou machin, mais c'est pas une insulte. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Ce n'est pas une insulte. Et si tu acceptes que ce insulte dans certaines bouches, tu crées par translation le fait que ce soit tout le temps une insulte. Et donc, tu crées un problème juridique majeur. C'est pour ça que le procès en diffamation, finalement, ils ont arrêté. Et c'est sur un autre terrain qu'ils sont allés, et c'est le procès que moi j'ai, qui est le procès pour harcèlement. Mais
d'où le harcèlement peut exister quand tous les médias du monde en parlent depuis des années, avant même que moi j'en ai jamais entendu parler, et qu'à aucun moment il y a quelque chose qui a été mis sur la table pour dire arrêtez de dire des conneries, regardez. Puis revenons à ce 2 poids 2 mesures-là qui montre l'influence d'Israël dans tout ça. Et c'est là qu'est le point chaud parce qu'on s'attend à une réplique d'Israël. Et là, si ça réplique, ça risque d'être la totale. On regarde un peu l'attitude de la Russie, de la Chine, et comment c'est en train de s'aligner, Bertrand. J'ai l'impression que avant les vacances, tu semblais dire que la cause était perdue pour l'Iran, mais là, j'ai l'impression que on joue encore la carte de la patience du côté des Russes, de la Chine, mais on a vu des réactions là inhabituelles. Les Chinois semblent être un petit peu plus présents. En fait, alors je vais répondre. D'une part, l'Iran, entre guillemets, elle est aujourd'hui extrêmement sage. Tu vois, elle essaye de parler et d'essayer de faire valoir ses droits, mais voilà, ils ont reconnu que tous leurs sites nucléaires étaient entièrement détruits. Les gens de l'AIEA sont allés sur place, ont dit que c'était entièrement détruit. Donc comme ce qu'avait dit Trump et comme ce que moi j'avais dit, d'autres personnes avaient dit complètement l'inverse. Maintenant, les Iraniens le reconnaissent et les observateurs de l'AIEA le reconnaissent. Et ça, c'est les Russes qui ont dit aux Iraniens « Arrêtez de faire semblant que c'est pas à péter, ça l'est. Arrêtez de mentir à votre peuple, arrêtez de faire croire que vous êtes les champions du monde de la guerre et du machin. » Cette période de 12 jours a été un échec. Il n'y avait pas de défense antiaérienne, il n'y avait pas d'aviation, il n'y avait pas de machin. Ils ont détruit tout ce qu'ils voulaient, les sites d'enrichissement, les usines, beaucoup de rampes de lancement, beaucoup d'usines de fabrication de missiles, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? En fait, Bertrand, je t'arrête parce que je comprends ce que tu dis là. Mais beaucoup aussi, puis là, c'est pas n'importe qui en parle, qu'Israël a été pour la première fois de son histoire touché fortement. Qu'est-ce que tu attribues de ce côté-là? Alors, Israël a été touché. Et les missiles iraniens, mais qui n'étaient pas très nombreux, ont fait, c'est-à-dire chaque jour, c'était une vingtaine de missiles. On ne peut pas parler de quelque chose d'important, hein. Quand l'Iran avait annoncé une pluie de feu sur Israël, si jamais Israël osait attaquer, tout ce que l'Iran était censé défendre, ses sites d'enrichissement nucléaire, ses états-majors, il y a même eu bien des bombardements sur l'ayatollah et le président iranien dit qu'il a été blessé et qu'il y a d'autres personnes, des ministres qui ont été beaucoup plus gravement blessés. Donc il y a eu vraiment des tentatives d'assassinat contre le gouvernement. Donc ça a été reconnu aussi par les Iraniens. Donc Péchinan dit qu'il y a eu des éclats de bombes à la jambe, puisqu'il y a eu des bombardements sur les sites gouvernementaux. Donc Israël a eu quelques bombardements. Alors petit 1, les gens ont dit, regardez, l'Institut Weizmann a été détruit, c'est quelque chose d'essentiel. Alors des instituts Weizmann, ça je l'ai déjà dit, il y en a des centaines dans le monde. Donc il y a eu un immeuble de ça qui a été détruit. C'est un peu comme si tu disais, ils ont détruit l'Institut Goethe de Paris. Ok, so what? Des instituts Goethe, il y en a même à Marseille, à Lyon, à Lille, à machin. Des instituts Weizmann, il y en a partout. Il y en a au Canada, il y en a plusieurs aux États-Unis, il y en a en France, il y en a partout. Donc c'est, voilà. Il y a eu un immeuble de ça qui a été incendié et l'image a été montrée 1000 fois. Il y a eu un hangar à proximité d'une base des renseignements israéliens, mais ce n'était qu'un hangar qui a brûlé sans aucun intérêt stratégique. Il y a la raffinerie d'Haïfa qui a été atteinte par un missile. Il faut savoir que tous les jours, il y a des raffineries en Russie qui sont atteintes par des drones ou par des missiles, tous les jours. Mais quand un drone ou un missile atteint une raffinerie,
une semaine ou 15 jours après maximum, c'est réparé. Parce qu'en fait, un drone qui vient de faire un missile qui vient de faire 2000 km, ou un petit missile, un petit drone qui tire, il va faire brûler un petit morceau, il va faire brûler quelque chose, mais ça ne va pas détruire. On sait par exemple, quand on avait vu la bataille de Barmout, tu vois, avec un site sidérurgique, il faut des milliers d'obus et de machins pour vraiment se dire qu'on ne va pas pouvoir réparer un site industriel. C'est pas comme un petit immeuble, c'est des choses qui sont anticipées en disant s'il y a une explosion dans telle partie, eh ben comment on cloisonne le reste pour pouvoir circoncire le feu et recommencer. Il faut imaginer qu'on est en 2025 et les gens qui fabriquent ces choses-là ne sont pas des idiots. Ils savent qu'il peut y avoir un incident et qu'il est hors de question que l'incident détruise une raffinerie en entier. Et bien, résultat, même pas 15 jours après, la raffinerie fonctionnait à 100% et la centrale électrique, elle n'avait pas été atteinte, donc c'était les deux trucs qui étaient, et ça fonctionnait à 100%. Maintenant, quand les gens vont à Tel Aviv, aujourd'hui, tu ne vois aucune trace quasiment de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques immeubles qui ont été abîmés, et je dis bien quelques immeubles. Il y a eu 3-4 pâtés de maisons à Tel Aviv. Mais à Tel Aviv, il y a 20 000 pâtés de maisons. Il faut que tu imagines, si à Paris, tu avais quelques missiles... Mais c'est la première fois de l'histoire d'Israël qui sont touchés sur le territoire, quand même. Mais il ne faut pas confondre être touché et que ça fasse mal parce que ça montre que des missiles peuvent atteindre et être affaibli. Les images de ça n'ont servi qu'à une chose, à continuer à donner d'Israël l'image d'un pays victime, d'un pays en danger, d'un pays qui a besoin de recevoir des milliards, plein de bombes, et qui a besoin d'avoir les États-Unis qui font pression sur tous les voisins, que ce soit la Syrie avec son nouveau gouvernement, l'Arabie Saoudite, pour s'allier avec Israël contre l'Iran. Donc l'Iran, parce qu'il a, entre guillemets, traverser les défenses aériennes à quelques moments et à quelques endroits en Israël, a été détruit, a eu plein de sanctions, et maintenant est considéré par tous les pays d'Europe, etc., comme un pays dangereux, non seulement parce qu'il voulait faire des armes nucléaires, mais parce qu'il a des missiles balistiques. Parce que maintenant, les demandes qui sont faites à l'Iran sont de lui interdire d'avoir des missiles balistiques. C'est pas moi qui dis, Macron l'a dit, Trump l'a dit, etc. Donc maintenant qu'ils savent que l'Iran n'a plus de possibilités nucléaires, que les sites ont été entièrement détruits, les centrifugeuses, les machins, etc., ils lui disent, et que les usines pour fabriquer les missiles, la plupart des usines ont été détruites, parce que les gens qui pensent qu'il y a des usines secrètes en Iran, enfin, même l'endroit où habitaient les généraux n'était pas secret. Donc t'imagines, comment veux-tu qu'une usine dans laquelle travaillent des centaines de personnes soit secrète en 2025, quand tu as des satellites qui surveillent 24 heures sur 24. Ils savaient même tous les camions, le nombre de personnes dans les camions qui faisaient des allers-retours en permanence sur les sites nucléaires. Donc t'imagines, c'est stratégique pour le Mossad et le MI6, la CIA et les services français et allemands de savoir où sont toutes les usines de fabrication d'armes. Évidemment, ils le savent. Ils savent tout. Ça ne veut pas dire qu'il y a une capacité... Si tu veux, l'Iran, c'est un très grand pays. Donc, ce serait comme en Afghanistan, si tu veux. Ben Laden, avec son cheval, il pouvait se cacher dans certaines régions. C'est plus facile que dans le désert pour Kadhafi ou Saddam Hussein. Mais ça n'empêche pas que l'essentiel des installations stratégiques iraniennes ont été abîmées et que tu n'as aucune installation stratégique qui a été abîmée en Iran. L'aéroport fonctionne parfaitement. En Israël, tu veux dire? En Israël. L'aéroport de Tel Aviv, Ben Gurion, fonctionne totalement. Il n'a jamais été atteint. C'est-à-dire qu'en fait, les missiles, ils ont explosé à proximité de l'aéroport. Mais je te signale que les Iraniens avaient fait exactement la même chose quand ils avaient fait True Promise 1, True Promise 2. Si tu reprends les déclarations des Israéliens, ils disaient on a détruit la base dans le Negev, on a détruit machin, etc. Puis finalement, une fois qu'ils avaient bien répété ça 1000 fois, ben, les Israéliens, ils ont montré les images
Donc tout était remis en état et ils ont dit voilà, les seuls dégâts qu'il y avait eu, c'était 2 cratères, un à 50 mètres des pistes, un à 1 kilomètre des pistes et un à 2 kilomètres des pistes. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, mais ça, c'est les gens sérieux aux États-Unis qui ont donné les informations, ou même en Iran, c'est que comme les Israéliens avaient le contrôle aérien, eh bien toute la zone à l'ouest de Téhéran, donc c'est-à-dire du côté d'Israël, et toute la zone au nord de Téhéran était entièrement contrôlée par l'aviation israélienne. Donc tout ce qui arrivait de Syrie, d'Azerbaïdjan jusqu'à Téhéran, c'était contrôlé, et tout ce qui allait jusqu'à Téhéran. Et donc les seuls endroits où ils avaient encore des rampes de lancement qui n'étaient pas détruites, contrôlées et accessibles par l'aviation, c'était à l'est du pays. Mais là, ils avaient leurs plus mauvaises armes, entre guillemets, celles qui doivent voler le plus longtemps, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, elles faisaient moins de dégâts. Donc elles arrivaient de beaucoup plus loin. Et après, ils ont eu quelques armes qui ont été un peu hypersoniques, qui sont parties. Mais c'était très symbolique. Même les Russes, si tu veux, des Oreshnik, ils n'en fabriquent pas tous les jours. Si tu veux, l'Iran... c'est pas non plus devenu la Chine pendant les sanctions. C'est un pays qui a réussi avec les sanctions à faire des choses que pratiquement aucun autre pays au monde n'aurait fait. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à développer une industrie nucléaire, ils ont réussi à développer la balistique, ils ont réussi à créer des missiles hypersoniques, ils ont réussi à faire beaucoup de choses, mais ils sont pas devenus du jour au lendemain, tu vois, une puissance militaire très importante. On l'a bien vu. Parce qu'ils n'ont pas d'aviation, ils n'ont pas toutes ces choses-là. Et on va revenir peut-être aux sous-marins, si tu veux. Oui. Parce que c'est intéressant de comparer les sous-marins entre les différents pays du monde. Et ce que vient d'évoquer Trump, c'est quelque chose d'important, en fait, qui mérite peut-être qu'on en parle. Oui, puis je veux qu'on vide le sujet sur les. Tu voulais nous parler des sous-marins, puis je veux qu'on n'oublie pas de parler de l'exercice Tempête de juillet qui a eu lieu il y a quelques jours, qui est un signal très clair aussi. Vas-y. Alors, je lisais là en vitesse dans les commentaires, les gens disaient il y a beaucoup d'Israéliens qui sont partis. Alors, je pense que vous n'avez toujours pas compris la stratégie d'Israël. Quand il y a beaucoup d'Israéliens qui sont partis entre guillemets à Chypre, c'est pas du tout parce qu'ils allaient se protéger. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ça faisait partie d'une stratégie, et je sais parce que j'ai des gens qui vivent à Chypre. En fait, les Israéliens sont en train de conquérir petit à petit Chypre. Et si vous faites Israël, Chypre, etc. sur Google, vous allez tomber de très haut. Je crois que vous n'êtes pas du tout au courant. Israël, il peut être en train de se battre contre l'Iran, préparer sa prochaine bataille avec la Syrie, bombarder le Liban, continuer à faire un génocide à Gaza et faire du nettoyage ethnique en Cisjordanie. Ça ne leur pose aucun problème, tout en aidant en Ukraine à lutter contre la Russie. Vous êtes très, très naïfs. En fait, il y a eu des centaines de personnes qui sont parties, mais véritablement pour s'installer à Chypre et commencer à coloniser Chypre. C'est un vrai problème pour les Chypriotes. Il faut que vous regardiez ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec énormément d'argent dans une île de Chypre où, historiquement, l'argent venait de la Russie et tu as des problèmes de sanctions pour les banques, pour tout ça. Donc, la Chypre est un pays qui a été vraiment fragilisé par l'impact des sanctions. Et les Israéliens viennent pour prendre Chypre, et ça va au-delà de ça, parce qu'en fait, Chypre fait partie, avec le Liban, Gaza, des acteurs qui se partagent la manne gazière dans cette région de la Méditerranée. Et ça intéresse au plus haut point Israël, comme vous savez. Et donc, en fait, Israël est même en train d'essayer de faire un truc très bizarre contre la Turquie, pour récupérer la moitié de Chypre qui aujourd'hui est sous contrôle turc, et avec l'idée peut-être d'en faire une avancée entre guillemets méditerranéenne pour Israël. Ils vont pas du tout s'arrêter au sud du Liban, ils vont pas s'arrêter au sud de la Syrie, ils vont pas s'arrêter à la Cisjordanie et à Gaza. Ils n'en ont pas du tout l'intention.
ils sont en train de prendre position dans plein d'endroits. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et les accords Abraham vont leur permettre également de prendre des positions très fortes à l'intérieur des économies et du monde politique de tous les pays qui vont signer les accords Abraham. Parce que les accords Abraham, c'est un passe pour l'enfer pour les pays qui les signent. Il faut imaginer les conséquences des accords Abraham pour les pays qui signent les accords Abraham. C'est pas que le porno qui va arriver, c'est pas que l'alcool qui va arriver. Parce que ça fait partie du package des accords Abraham. Non, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore à croire que c'est un monde de bisounours. Non. Quand il y a tellement de personnes et qu'on vous fait croire que les gens sont en train de faire fuir Israël, c'est pour créer le sens de victime. Et comme vous avez tellement envie de ça, pour des raisons qui vous regardent, eh ben vous avez envie d'y croire. Mais c'est évidemment pas la réalité. Évidemment, c'est pas la réalité. La réalité de gens qui fuient, c'était la Syrie quand les terroristes sont arrivés. C'est le sud Liban sous les bombes d'Israël. Regardez les caravanes, les milliers de personnes, les millions de personnes qui sont dans des camps de réfugiés. Là, vous verrez. Ça, c'est la vérité. Mais des gens qui viennent avec des valises pleines d'argent à Chypre pour acheter en se faisant passer pour une victime, ça s'appelle un classique. Et si vous n'êtes pas capable de reconnaître les classiques, bah alors franchement, parce qu'ils ne sont pas allés à la rame à Chypre, hein. Ils ne sont pas allés dans le Mayflower, hein. Ils sont allés en avion qui décollait de Ben Gurion, qui était censé être totalement détruit. Comment les gens se sont retrouvés dans des aéroports à Chypre, provenant d'un pays qu'ils étaient censés fuir parce qu'il était sous des missiles, et comment ils faisaient pour décoller avec un avion? Non mais franchement, vous êtes d'une naïveté, parce que vous avez des gens qui vous racontent des conneries à longueur de journée, qui n'ont aucun sens dans les émissions que vous aimez bien voir. Eh ben, vous réfléchissez pas plus loin que le bout de votre nez. Maintenant, vous allez faire cet exercice, vous allez faire Chypre, vous allez faire Israël, vous allez faire Colomb, et vous allez lire des articles écrits par des gens de Chypre, écrits par des maires de villes à Chypre, écrits par des ministres chypriotes qui sont extrêmement inquiets par cette marée qui est en train d'arriver, et où naïvement, ils ont dit mais venez, parce qu'ils ont cru comme vous qu'ils avaient peur, et quelque part, tout le monde a envie d'accueillir des gens qui sont sous les bombes, peu importe qu'ils soient israéliens, algériens, marocains ou n'importe qui. Moi, si quelqu'un est sous les bombes, j'ouvre ma porte et c'est normal. Sauf que là, immédiatement, il y a des achats d'appartements, des achats de villas, des achats de fermes, des achats de choses qui vont devenir comme ce qu'ont été les kibbutz à une certaine époque. Et c'est ça qui se passe avec des avocats, avec des banquiers, avec des financiers, avec des médecins, avec des agents secrets. Avec tout ça, c'est ce qui est en train de se passer. C'est pas du tout l'attitude d'une victime, c'est l'attitude d'un colonisateur. Non mais tu comprends, c'est cette espèce... C'est ça qui me fait souffrir avec toutes ces émissions débiles où on raconte aux gens des idioties qui les flattent et qui flattent leurs égos au lieu de leur permettre de comprendre ce qui est en train de se passer. Et c'est comme ça que la Syrie tombe en une semaine, c'est comme ça que l'Iran s'est fait totalement bombarder pendant 12 jours et a perdu toutes les installations qui étaient censées être, si vous touchez à ça, on vous détruira. Mais je rappelle quand même que l'Iran avait dit, si vous entrez dans Gaza, on vous détruira. Bon les Israéliens, ils sont entrés, ils ont détruit, ils ont rasé Gaza, etc. Ils n'ont pas bougé le petit doigt. Souvent, le défaut qu'on te donne, c'est que tu crées de l'anxiété. Tes nouvelles sont pas rassurantes. Donc, pourquoi les gens viennent m'écouter? Non, mais je veux pas partir là-dessus. Je veux juste te dire que les nouvelles actuellement ne sont pas rassurantes. On peut se bercer d'illusions puis dire, hey, le plan est suivi à la lettre. Prenez votre café tranquillement. On n'est pas là. Et tu parlais tantôt d'intelligence artificielle. Là, à cette heure, quand on écoute des nouvelles sur les réseaux sociaux, 2 sur 3 est monté de toutes pièces par l'intelligence artificielle.
Bien sûr. Tellement que là, j'entends ce discours traduit-là de Poutine, puis j'ai dit, je sais que tu lis ça de près. Et quand les gens te demandent des sources, je sais que tu es suivi énormément par une armée en France, que quand tu te trompes, ça va leur faire plaisir de faire des découpages. Donc, quand tu avances des choses, là, c'est pas au hasard. Tu parles avec des gens sur place. Et là, oui. Et quand on dit que l'heure est grave, je veux qu'on écoute ce discours-là. Moi, on me dit qu'il est bon. La source est fiable normalement. On écoute ce que Vladimir Poutine a à dire. Un seuil. Non pas une étape ordinaire, mais un moment de bascule. Un point de non-retour. Ce que nous étions ne reviendra pas. Ce que nous devenons n'a pas d'égal. Ce que nous allons être, le monde ne l'a jamais connu. Pendant des années, nous avons été observés, scrutés, jugés, attaqués par les mots, encerclés par les armes, piégés par les accords biaisés. Vous avez cru que la Russie fléchirait. Vous avez parié sur notre effondrement. Vous avez rêvé d'un monde sans nous. Mais nous sommes là. Et non seulement nous sommes debout, mais nous sommes armés d'un feu que rien ne pourra plus contenir. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas la continuation du passé. Ce n'est pas la Russie post-soviétique. Ce n'est pas une résurgence. C'est une renaissance totale, une mutation profonde, une ascension irrésistible. Nous avons bâti une armée qui ne répond à aucun modèle connu. Une force qui ne dépend plus de la quantité, mais de l'intelligence. Qui ne mesure plus sa puissance en nombre d'hommes, mais en capacité de frapper, de surprendre, de neutraliser. Nous avons transcendé la guerre classique. Nous avons fusionné la machine et l'homme, le satellite et le soldat, le silence et le choc. Nous avons fait de chaque domaine une arme. Arrête. Non, arrête. Ça peut pas être Poutine qui dit ça. Au début, c'était... si tu veux, ça fait partie de ces messages qui galvanisent, en fait. On a envie que Poutine dise ça. Mais Poutine dit pas ça. J'ai douté là-dessus, effectivement, parce que là, je trouvais que je changeais de ton. Ouais. J'ai dit, je veux donner ça à Bertrand pour qu'il nous donne un exemple, si oui ou non c'est vrai. Non. Puis j'en doutais. Non. Explique aux gens, parce qu'en ce moment, là, c'est tellement difficile de... Le problème, c'est que, en réalité, et ça, vous comprenez bien, l'intelligence artificielle, elle travaille pour être le meilleur ami de la personne avec qui elle discute. Donc, en quelques fois, vous allez poser des questions à l'intelligence artificielle et toutes les infos qu'elle va pouvoir collecter sur vous, eh bien, après, elle va les utiliser sans cesse pour vous faire plaisir dans le sens du poil. Donc, si vous avez envie de lire que l'Iran s'en est pas trop mal sorti, elle ne mettra en avant que ces choses-là. Et elle va mettre en avant que les choses qui donnent une image négative de la réaction d'Israël. Et donc, vous allez vous dire, Bertrand raconte n'importe quoi, parce que quand je pose la question à l'intelligence artificielle, elle me dit ça. Alors, c'est pas le cas de Grok. Grok n'a pas ce biais-là en ce moment. C'est-à-dire la nouvelle version de Grok 4, que moi, j'ai pas, mais je connais des gens très sérieux qui l'ont utilisé, parce que ça coûte 25 € et j'ai pas pris l'abonnement. Mais peut-être je le ferai par curiosité un moment, mais bon, voilà, j'ai pas fait. Et bien, ils ont enlevé ce biais de séduction. C'est-à-dire que Elon Musk considère que la séduction viendra véritablement de la vérité. Et donc aujourd'hui, Grok 4 est considéré comme antisémite. C'est-à-dire que ça pose de nouveaux énormes problèmes à Elon Musk et ça se traduit immédiatement en justice. C'est-à-dire qu'il vient d'avoir des très lourdes condamnations pour des voitures, mais à tel point, c'est un truc ridicule. C'est quelqu'un qui était au téléphone, au volant, le téléphone est tombé, il s'est baissé pour le ramasser, il y a eu un accident, et ben il l'accuse parce que l'autopilote n'a pas empêché l'accident. Et pour l'instant, il en est à 250 millions de $ de condamnation. Alors évidemment, Elon Musk fait appel, mais il y a d'autres choses comme ça, où pour des propos sur X, etc., Elon Musk est mis en cause, et par exemple, il est mis en cause en France pour être le propriétaire de X qui diffuse des propos qui sont considérés comme contraires aux lois, par exemple en France,
sur la loi Guesso ou qui permettent du harcèlement. Parce qu'en fait, si tu poses la question à Grok sur un dossier comme le dossier Brigitte ou sur d'autres dossiers, ben, il va répondre. Mais parfois, il va répondre de façon que certains pourraient considérer comme très caricaturale ou très abusive. Mais pour lui, ça lui paraîtrait une réponse normale dans un monde normal. Mais on n'est plus dans un monde normal. Et donc, l'intelligence artificielle, elle est faite pour dire ce qu'on a envie. Et les médias, la plupart des médias, vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Et évidemment, ils ne vont pas vous dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre, puisque vous êtes collé devant votre écran 3 ou 4 heures par jour à écouter leur séquence d'émissions de matinale. Puis vous allez écouter en accéléré la matinale que vous allez rater parce que vous n'avez rien envie de rater. Et puis petit à petit, vous allez dire, ah ben non, mais cette matinale, elle ne dit pas tout le temps ce que j'aime, donc ça veut dire qu'il mente. Et donc vous allez tout le temps écouter ce qui vous flatte. C'est-à-dire que si vous êtes anti-Israël, eh ben, tous les médias qui vont présenter les choses pour dire Israël a perdu et c'est l'Iran qui va gagner, pour vous, c'est les médias qui disent la vérité, parce qu'ils disent ce que vous avez envie d'entendre. Mais si vous me connaissez, vous savez quelles sont mes positions sur ces sujets-là. Mais moi, ma seule position, quand je vous parle, c'est pas ce que je pense, c'est pas ce que j'ai envie, c'est la vérité. Moi, j'aimerais penser autre chose. Mais l'analyse me fait dire ce que je vous dis. C'est l'analyse factuelle, fondée sur des études à la source. C'est-à-dire que quand je parle des sous-marins, je discute avec des gens qui ont été dans des sous-marins. Je cherche des études très précises. J'ai lu, par exemple, hier, un rapport de l'armée australienne qui vient d'être remis au ministère de la Défense, puisque l'Australie, en ce moment, est en train de revoir sa stratégie avec des sous-marins. Donc, ils avaient commandé dans un premier temps des sous-marins français, puis ils ont commandé des sous-marins américains, puis ils se rendent compte que c'est très compliqué parce que les Américains, en fait, ils ont tellement de retard dans leurs propres sous-marins qu'ils annoncent en permanence qu'ils livreront les sous-marins plus tard, puisqu'en fait, ils ont besoin d'en fabriquer pour eux, et donc ils n'ont pas envie d'en fabriquer pour les autres. Et puis comme les contrats américains, enfin, tu sais comment ils peuvent tordre le cou de tous leurs amis. Donc voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Et donc, le rapport, en fait, il regardait les puissances sous-marines mondiales. Et la Russie, en fait, dans le domaine des sous-marins, depuis 1905, a toujours été en avance, jusqu'à 1989. Et quand il y a eu la perestroïka, ça a été une traversée du désert qui a duré jusqu'à 2010. Donc ils avaient encore des sous-marins, mais ils sont passés de 70 sous-marins capables d'envoyer des missiles nucléaires à une vingtaine. Donc c'était... Alors que dans le même temps, la Chine est passée de 0 à 20, puis 30, puis 40, etc. Donc ils sont passés à 20, mais ils l'ont fait à la Poutine, entre guillemets. Tu vois, quand il fait Oreshnik, quand il fait les missiles, il fait des choses qui sont vraiment incroyables. Et donc ils ont créé des nouveaux sous-marins, disons moyens, c'est-à-dire des sous-marins qui sont capables de porter des charges nucléaires, des charges balistiques, des charges hypersoniques, et même mettre dans les tubes de torpilles des missiles qui ont été créés pour sortir des tubes de torpilles, c'est-à-dire sortir à l'horizontale et pas à la verticale, ce que font les autres. Donc les Russes ont créé des nouvelles armes, en fait, des armes qui sortent. Ouais, quoi? Tu m'entendais plus? Oui, je t'entendais, excuse-moi. C'est qu'ils sont plus obligés de sortir de l'eau pour lancer des missiles, hein? Non. Donc, les Français, par exemple, ont des sous-marins. Pour tirer, il faut qu'ils soient à 10 mètres sous l'eau. C'est-à-dire, ça ne peut pas être tiré en surface, ça ne peut pas être tiré en profondeur. Il faut que le sous-marin soit à peu près à 15 mètres ou 10 mètres sous l'eau. Alors, je vous explique la technologie parce que vous imaginez bien que c'est une fusée. Donc, un missile balistique qui va faire 10 000 km, c'est comme une fusée. C'est comme une petite fusée Ariane. Eh bien, pour éviter qu'en fait, quand ça brûle, tu as de l'eau qui pourrait s'engouffrer.
Et ça empêcherait le feu de partir. Eh bien, en fait, au moment où en fait le missile part, il y a une énorme bulle d'azote qui est créée. Et donc, comme ça, il n'y a pas d'oxygène, ça ne va pas faire péter tout le sous-marin. Et donc, le missile part dans cette bulle d'azote, en fait. OK. Et après, c'est la force de la pousse en l'air, ça. Exactement. Non, mais c'est fascinant, c'est des technologies très spéciales. Après, c'est des missiles qui sortent de l'atmosphère, donc qui avancent dans le vide comme une fusée et qui rentrent dans l'atmosphère. Mais quand ça rentre dans l'atmosphère, c'est exactement comme une comète. C'est-à-dire, tu sais, tu peux faire un ricochet sur l'atmosphère, puis tu as la chaleur. Donc, tu as des choix sur l'inclinaison du missile. Ouais. Est-ce qu'il rentre en piqué, à l'horizontale, etc. Bon, les Russes ont énormément d'avance dans ce domaine. Et surtout, ils continuent à faire des sous-marins. Donc, ils avaient fait le Kursk, qui est très connu parce qu'il a coulé en 91. Donc, c'est pour ça que c'était aussi symbolique l'avancée des Ukrainiens dans la région de Kursk, puisque c'était un cauchemar pour Poutine, puisqu'il venait d'être élu quand le Kursk a coulé. Et donc là, dans l'opération spéciale en Ukraine, paf, ils ont visé Kursk, qui n'a aucun intérêt stratégique. C'était uniquement le symbole du nom. Si tu veux, comme si Kursk, c'était le cimetière de Poutine, puisque ça avait tellement peu d'intérêt stratégique qu'ils l'ont perdu en perdant plus de 50 000 hommes, juste sur une bataille. Et donc, les Russes, depuis quelques années, sont les seuls, avec les Chinois, à sortir très régulièrement des nouveaux sous-marins atomiques. OK. Mais ils ne font pas que ça. C'est-à-dire que les 20 sous-marins qui avaient résisté jusqu'à 2014, ils les remettent en état complètement. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'on appelle du recommissioning. Et donc, ils changent les moteurs, ils changent les systèmes de radar, les systèmes de brouillage, etc. Mais en gardant l'essentiel. Parce que ce qui est compliqué, surtout pour les sous-marins russes, puisque c'est des sous-marins qui sont brise-glace. C'est-à-dire qu'ils ont des sous-marins, les Russes, qui sont capables de casser 2 mètres de glace. Ah oui, ah oui. Je ne sais pas si vous imaginez 2 mètres de glace, le choc que ça fait. Quand le sous-marin fonce pour péter les 2 mètres de glace, si tu sais, pour sortir, parce que de temps en temps, il faut bien qu'ils sortent, hein. Ils peuvent pas, bien, ils peuvent péter 2 mètres de glace. Mais il y avait eu un de ces sous-marins mixtes, et c'est ce que pas mal de monde comprend pas forcément. C'est-à-dire que les gens considèrent qu'il y a les sous-marins atomiques, donc avec moteur atomique capable d'envoyer des missiles atomiques. Eh bien, les Russes ont fait des sous-marins de plus petite taille qui sont capables de porter des missiles avec des armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire des petites charges nucléaires. Donc, ils vont détruire un lieu particulier, donc c'est-à-dire beaucoup moins forte que Hiroshima. Oui. Mais maintenant, avec Oreshnik, ils ont trouvé une autre solution, c'est-à-dire que juste la vitesse du missile détruit. Mais ils ont toute la panoplie. Ce que les Alliés n'ont pas. Que les Alliés n'ont pas. Mais tu n'as pas besoin d'avoir. Et c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle n'a pas besoin d'être intelligente pour détruire l'humanité. Elle le fera parce qu'elle est conne, justement. La science n'a pas besoin d'être scientifique pour faire du mal à l'humanité. On a bien vu, parce que si elle était, si tu veux, science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. On le voit, le Covid. Et avec les armes nucléaires, ce que l'exemple de Tel Aviv a montré, et c'est très important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouclier antimissile qui permette de tout arrêter. Personne ne peut être préservé. Donc, imaginons que quelqu'un veut envoyer sur la Russie des bombes nucléaires. Eh bien, il suffira d'envoyer 20, 30, 40 missiles, surtout qu'il y a des missiles qui se séparent en plusieurs missiles. Les Occidentaux ont ça. Ils ne sont pas aussi rapides que les Russes, mais ils ont ça. Eh bien, même les nouveaux systèmes russes ne pourront pas tous les arrêter. Ils pourront peut-être en arrêter la moitié, peut-être les 3/4, peut-être 80%, mais il suffit qu'une bombe nucléaire arrive, ou 2 bombes, ou 3 bombes. Et ça suffit pour détruire
la moitié d'une ville comme Moscou, la rendre invivable, etc. Et donc, toutes les personnes qui disent que tout ça c'est tolérable, que ce sera limité, etc., c'est faux. Un seul sous-marin russe, il détruit toute la France. En fait, il détruit la moitié de l'Europe. Un seul sous-marin français, il détruit toute la Russie, même si les Russes arrêtent la moitié des missiles. C'est-à-dire qu'un sous-marin français, c'est 16 missiles. Chacun de ces missiles se sépare en 6 missiles. D'accord? Ça fait combien? 16 fois 6? Ça fait 96 missiles. 16, oui. Chacun de ces missiles, c'est 10 fois Hiroshima. Ça veut dire qu'un sous-marin français, il peut quasiment envoyer 1000 fois Hiroshima sur la Russie. En principe, on en a au minimum 2 en mer. Donc, on peut envoyer 2000 fois Hiroshima sur la Russie. Wow. Donc, même, encore une fois, même s'il n'y a que 1 missile sur 4 qui passe, c'est-à-dire 4 missiles par bateau, puisque c'est 16. Donc 2 bateaux, 8 missiles qui se divisent en 6, 6 fois 8, 48, ça fait quand même 480 fois Hiroshima. Non mais, donc, quand certaines personnes que beaucoup de gens apprécient ici, comme Chevrier, etc., vous disent que la France est une puissance nucléaire négligeable, vous comprenez mon énervement, parce qu'il dit n'importe quoi, parce qu'il ne sait pas de quoi il parle. Moi, quand j'en parle après avoir discuté avec des officiers de sous-marins, après avoir vérifié les informations qui sont importantes. Vous savez, le missile français qui est dans les sous-marins, comme c'est un missile balistique, pendant toute sa trajectoire balistique, il va à plus de 20 000 km/h. Pourquoi? Parce qu'il est dans le vide. Il n'y a rien qui peut l'arrêter une fois que c'est dans l'espace. Il peut être arrêté éventuellement pendant les quelques minutes où il re-rentre dans l'atmosphère. Mais il n'y a que quelques secondes où il n'est qu'un seul missile. Parce que dès qu'il est rentré suffisamment dans l'atmosphère, il se sépare en 6 missiles. Ouais. Et là, va trouver la trajectoire des 6 missiles, puisque même celui qui a appuyé sur le bouton ne sait pas la trajectoire que prendront les missiles, puisque tout ça est décidé par un système d'intelligence artificielle en fonction de paramètres que... C'est comme la roulette russe. On voit Merz en Allemagne, on voit Trump là, qui fait jouer aux menaces. Poutine a déjà dit quelque chose, que quand on est certain qu'ils vont attaquer, on est mieux de frapper les premiers. Mais alors, tu vois, attends, avant de répondre, tu vois, tu as quelqu'un qui répond dans le chat, mais la Russie a tout prévu, vous êtes un illuminé, monsieur Scholler. Alors, madame, si la Russie avait tout prévu, comme vous dites, comment vous expliquez que des généraux russes se sont fait tuer? Comment vous expliquez que des bases russes ont eu des avions nucléaires russes qui ont été détruits? Comment vous expliquez que la plus grande base de radar russe a été détruite, celle qui permettait de surveiller l'Iran? Comment vous expliquez que tous les jours, il y a des immeubles civils qui sont détruits? Et comment vous expliquez que les Russes ne veulent absolument pas que des missiles soient livrés à l'Ukraine? Oui. Parce que s'ils ont tout prévu, ça ne les gênerait pas d'avoir des missiles. Parce qu'en fait, les gens, ils parlent sans réfléchir. Ils n'ont pas de réflexion. Ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un pays. Ça t'a donné l'occasion de répondre. Oui. Ils sont dans les bisounours. La Russie, c'est un pays qui est grand comme, je crois, rien que la Yakoutie. C'est 3 fois l'Europe. Donc la Russie, ça doit être 10 fois la surface de l'Europe. C'est le plus grand pays, là, incontestablement. Donc, avec des frontières considérables de tous les côtés. Les missiles balistiques sont des missiles qui arrivent de 10 000 km. Les Américains, des missiles comme ça, ils en ont 6 000. 6 000 missiles balistiques nucléaires. Les Russes, ils en ont 10 000, 12 000. Ils en ont plus. Mais est-ce qu'ils sont tous opérationnels ou pas? Voilà. Les Chinois, ils en auraient 4 ou 500. Les Français, on est censé en avoir 200. Israël, personne ne sait vraiment, mais c'est sans doute une centaine. L'Angleterre en aurait un peu moins que la France, 150. Mais
mais c'est des chiffres qui sont considérables. Bien sûr. C'est des chiffres qui sont considérables. C'est-à-dire que ça s'appelle les missiles Minuteman, les missiles américains. Même si les Américains n'en ont que 1000 qui sont opérationnels, eh bien, il n'y a aucun système de défense au monde qui permet d'arrêter 1000 missiles balistiques. Ça n'existe pas, madame. Ça n'existe pas. C'est pour ça que Trump est en train de parler de sa stratégie de Golden Dome. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Américains non plus, évidemment, n'ont aucune chance d'arrêter les missiles russes si les missiles russes attaquaient. Et c'était exactement ce que disait Medvedev en disant la stratégie de la main morte. Même si vous tuez tout l'état-major russe, automatiquement, les missiles russes partiront. Et rien ne pourra les arrêter. C'est-à-dire qu'au cœur de la Russie, au milieu de la Sibérie, tu as un endroit avec des dizaines, des centaines de silos. Donc même si la moitié de ces silos étaient détruits par un bombardement extrêmement massif, extrêmement surprise, ça n'empêcherait pas des centaines de missiles de quand même pouvoir partir automatiquement. Et ça détruirait tout. C'est-à-dire que la capacité de destruction, les Russes ont 10 sous-marins nucléaires. Donc il ne faut pas croire que les Russes ont tout prévu pour se protéger et pour protéger le monde. Ils ont tout prévu, comme Poutine l'a dit, pour que le monde ne survive pas à la destruction de la Russie. Ce qui est très différent. C'est ça que les Russes ont prévu. Ils ont prévu que si jamais on considérait que le monde pouvait se passer de la Russie, eh bien un monde qui s'est passé de la Russie ne mérite pas de survivre. Donc, madame, renseignez-vous avant de dire que les Russes ont tout prévu, parce que ça n'a aucun sens. Si les Russes avaient tout prévu, Assad ne serait pas tombé. Si les Russes avaient tout prévu, l'Iran n'aurait pas été bombardé comme elle l'a été bombardée. Si les Russes avaient tout prévu, Médan n'aurait pas eu lieu. Si les Russes avaient tout prévu, il y aurait beaucoup de choses qui n'auraient pas eu lieu. En fait, on ne peut pas tout prévoir face à des psychopathes qui sont capables de faire un génocide avec le sourire et en demandant la compassion du monde entier. C'est ça qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir comment fonctionnent les fous. Et là, maintenant, on a quelqu'un qui s'appelle Donald Trump qui est en train de péter les plombs, qui est en train... Enfin, il faut voir les déclarations du Pentagone suite à la déclaration de Donald Trump. Les militaires, ils étaient consternés. Et Bertrand, oui, et c'est là que va être la conclusion de l'émission, puis la question que je pose comme titre. Puis c'est là qu'on a souvent parlé, moi je l'ai abordé souvent, l'ivresse de puissance. Et Trump est entièrement là-dedans. Les États-Unis ont-ils encore les moyens d'imposer leur volonté au reste du monde? On dirait que Trump est encore dans ce monde-là, lui. Oui, alors en fait, c'est vraiment important. On va prendre la liste des pays nucléaires. Donc, la plus grosse puissance, les 2 plus grosses puissances nucléaires au monde, c'est la Russie et les États-Unis. Le processus de décision pour mettre en œuvre l'arme nucléaire dans les 2 pays est très spécifique. Il ne dépend pas de Poutine uniquement et il ne dépend pas uniquement de Donald Trump. On voit bien d'ailleurs, Donald Trump, il n'a même pas la possibilité de signer des executive orders qui s'appliquent. Donc, croyez-moi, pour appuyer sur le bouton rouge aux États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué que Trump qui dit « mettez des sous-marins près de la Russie ». Ils n'ont pas besoin de faire ça. C'est-à-dire, les États-Unis ont la capacité de détruire 100 fois l'humanité entière. Donc, ils n'ont pas besoin de rapprocher des sous-marins de la Russie pour dire on a les moyens de vous en faire chier. Et les Russes n'ont même pas peur de ça. Parce que si c'était utilisé, ça s'appelle MAD, Mutual. Ouais. C'est la destruction mutuelle. La destruction automatique mutuelle. La Mutual Automatic Destruction. Ouais. C'est automatique. C'est-à-dire si l'un détruit l'autre, l'autre est détruit, c'est automatique. C'est-à-dire, c'est pas comme l'Iran qui se prend des bombardements. Ils avaient dit qu'ils détruiraient, mais finalement, ils décident de pas détruire et d'aller doucement. Tu vois, ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient dit. Mais dans le nucléaire, c'est pas le cas. Ça ne dépend même plus des hommes. C'est-à-dire que si ceux qui sont tués et on prend le numéro 20 et il dit « Ah non, non, moi je suis pour la paix, on va pas faire ça », il n'aura pas la possibilité de l'arrêter. Donc, mais l'Angleterre
a l'arme atomique, mais il y a tout un circuit pour qu'elle soit mise en œuvre. C'est pas le Premier ministre anglais qui peut le faire. Les Chinois, c'est extrêmement compliqué aussi. Le seul pays où c'est simple, le seul pays où ça ne dépend que d'une seule personne, c'est la France. Ah oui. Même en Israël, ça ne dépend pas de Netanyahou seul. La France, en fait, le président, il a une seule obligation, et ça va vous faire rire, c'est d'informer le chef d'état-major des armées. Eh bien, le chef d'état-major des armées vient de démissionner pour avoir un chef d'état-major encore plus sympa avec Macron. Et il faut savoir que Macron est président depuis 2017. Eh bien, tu n'as plus aucun général en France qui n'a pas été nommé sous Macron, par Macron, d'une certaine manière. C'est-à-dire que toute la haute hiérarchie de l'armée est passée au peigne fin de critères de Macron. C'est-à-dire qu'en fait, les fiches sur tout ce qui a été la carrière, les positions que la personne a prises, tout a été fait pour n'intégrer que ceux qui satisfaisaient, ou d'autres ont peut-être eu, mais ils ont tout de suite été mis sur une voie de garage. C'est-à-dire, il y en a, c'était impossible vis-à-vis des autres personnes de l'armée de ne pas leur donner le titre de général, mais ils n'ont pas fait la carrière à laquelle ils auraient pu aspirer si ça n'avait pas été sous Macron. C'était, tu vois, Philippe de Villiers qui avait démissionné, et comme beaucoup d'autres. Mais eux, ils étaient déjà des généraux élevés, puisqu'ils avaient déjà 4 ou 5 étoiles. Tu sais. Ouais. Et donc, Macron contrôle ça totalement, et ça date de la loi de programmation militaire de l'été 2023. Cette fameuse loi de programmation militaire dans laquelle il y a un certain nombre d'articles qui ont été de façon très discrète changés et qui a permis petit à petit de modifier la doctrine nucléaire française. Au début, la France, sous De Gaulle, elle avait une doctrine nucléaire qui disait « on ne peut que réagir à une attaque nucléaire ». C'est-à-dire que si un pays avait la folie d'attaquer de façon nucléaire la France, on détruira ce pays. Parce que rien qu'avec nos 2 sous-marins, on détruit n'importe quel pays du monde. N'importe quel pays du monde. C'est peut-être la Russie est le seul pays qui pourrait arrêter quelques-uns des missiles. Mais que quelques-uns. Rappelez-vous quand même, l'Iran a été même pas capable de descendre un avion. Ils ont prétendu en avoir descendu, puis finalement, la réalité, le Pakistan a bien descendu 3 Rafales. Ça a été confirmé il y a quelques jours au Parlement indien. Oui, par des systèmes chinois. Exactement, par des systèmes chinois. Mais ce ne sont que des avions. Les avions, ils volent au maximum à 2000 km/h. Ouais. Et c'est grand un avion. Il y a les ailes, il y a machin, etc. Là, on parle de missiles qui volent 10 fois plus vite. Je ne sais pas si vous imaginez. 10 fois plus vite, c'est une notion qu'on ne peut pas comprendre. C'est la même différence de vitesse qu'entre un vélo qui roule à 30 km/h et un TGV qui va à 300 km/h. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'un à côté de l'autre. La différence pour les missiles, c'est ça. C'est-à-dire quelque chose qui va plus vite que beaucoup de choses que vous pouvez concevoir, il est dépassé par quelque chose qui le dépasserait comme un TGV à pleine vitesse dépasserait un cycliste. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire, le cycliste le voit et le truc, il est déjà à l'autre bout du paysage. Là, c'est pareil avec les missiles. C'est-à-dire, l'avion, il vole, le missile passe à côté, et quand il entend le bruit du missile à côté de lui, il réfléchit, et le missile est déjà au-delà de sa possibilité de voir. C'est ça, quand on fait 20 000 km/h, vous imaginez en une seconde. Ah non. Ben oui. Et donc, la France est le seul pays qui a ça. Donc, moi, franchement, si vous voulez des gens qui vous racontent des contes de fées, qui vous disent ce que vous voulez, ne regardez pas les émissions qu'on fait avec Karl. Parce que moi, en tout cas, et c'est vraiment, je pense à notre honneur avec Karl, on essaie de vous pousser à réfléchir, pas simplement à croire ce qu'on vous dit. Parce que la manière avec laquelle j'essaie de vous en parler, c'est de construire le raisonnement qui vous permet de comprendre, dans ce cas précis, que peut-être ce que je vous dis est vrai. Après, vous avez le droit d'en douter. Moi, je pense que ce que je dis est vrai. Mais surtout de construire des raisonnements dans des cas similaires. Et de ne pas toujours croire toutes les bêtises qu'on vous raconte, parce que la personne vous dit de façon très rassurante, très convaincante, très envoûtante, alors que c'est des conneries.
Bertrand, pour terminer, on va justement essayer, ça s'est très bien passé dans le clavardage aujourd'hui. Monsieur Scholler, avez-vous une note d'espoir au milieu de toute cette noirceur, s'il vous plaît? Écoute, la première note d'espoir qui est quand même très très forte, c'est que je pense que les militaires et un certain nombre de diplomates, alors maintenant il n'y a plus vraiment de dialogue entre la Russie et les États-Unis. Ça, c'est vraiment triste. Il n'y a plus de dialogue. Donc, Trump a donné un ultimatum de 10 jours. Donc, ça, c'est pas vraiment inquiétant puisqu'il a dit que ce ne serait pas un ultimatum militaire. Il a dit que ce serait un ultimatum de sanctions. Mais avec Trump, tout est possible parce qu'autour de lui, il y a des fous. Il y a Lindsey Graham, il y a tout ça. Donc, moi, ce que je dis, c'est que chaque jour est magnifique et il faut profiter de chaque jour. C'est ça la note d'espoir. On vit dans un monde où on est dirigé par des psychopathes. Ils ont lâché dans la nature le Covid pour nous pousser à nous injecter, etc. Et ils nous racontent plein de choses sur le climat alors qu'ils continuent à utiliser leurs jets et à faire des guerres qui polluent beaucoup plus que la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et la Chine, tous les jours, ouvre des nouvelles centrales électriques qui fonctionnent avec du charbon. Le charbon, c'est 30% de la consommation d'électricité dans le monde. Et pourtant, on nous explique que les vaches, c'est un vrai problème. Non, mais il faut quand même arrêter toutes ces conneries. Il y a des incendies en été qui lâchent dans l'atmosphère l'équivalent d'années entières de pollution de toutes les voitures qui viennent circuler dans Paris. Il faut réaliser ça. Si demain, il y a un volcan qui explose, les conséquences du volcan seront incommensurables par rapport à la pollution qui est créée par l'homme. Ah oui. Et pourtant, on réussit à vous faire culpabiliser. C'est-à-dire que les gens qui savent tout ce que je vous dis, il faut savoir que des volcans sous-marins en activité, il y en a 16 000. Vous savez, c'est les failles sous-marines, il y en a 16 000. Il y en a plus que d'habitude, parce qu'il y en a qui essayent de nous faire peur actuellement là-dessus. Et oui, non, mais il n'y a pas plus que d'habitude. C'est depuis toujours, la Terre, elle bouge comme ça. Et c'est parce qu'il y a ces volcans qui libèrent du CO2 que les planctons peuvent vivre. Parce qu'en fait, ils transforment le CO2 en oxygène. Tu sais, le CO2, c'est CO2. Mais... Le plancton récupère le CO2, il prend le carbone, parce qu'il a besoin de carbone pour se nourrir. Nous, on mange aussi du carbone et il rejette de l'oxygène que nous, on va prendre et qu'on va convertir en CO2. Parce que nous, les humains, on fait aussi du CO2. Moins que les vaches, mais aussi. Donc, une fois qu'on aura détruit les vaches, il faudra expliquer qu'il y a la moitié de l'humanité en trop parce qu'on pète et on rote et on respire en crachant du CO2. Il faut vraiment arrêter le délire. Ensuite, ils font un génocide et ils nous expliquent que c'est parce qu'ils ont le droit de se défendre. Et dans les médias, on voit une famine et on nous explique qu'il n'y a pas de famine. Je ne sais pas si vous imaginez. On a réussi à nous dire des choses sur la base de témoignages et autres qu'un certain nombre de personnes ont remis en question. Et là, nous, on n'a pas besoin de témoignages. On voit en direct et on nous explique que c'est faux. Non, mais on vit dans un monde de malades. Oui, puis quand tantôt tu faisais référence au fait que tu t'en tiens aux faits, même là, on n'est pas certain. Si je me rappelle bien de mes cours à l'université en histoire, l'histoire de l'histoire, au début du siècle, il y a eu un débat là-dessus sur la discipline historique, à savoir si on s'en tient juste aux faits, est-ce qu'on est certain de divulguer la vérité? Et là, on a découvert que les faits sont aussi manipulables. Ça dépend tout le temps de lesquels tu choisis. Exactement. Il faut être très, très, très conscient de ça et que la vérité n'est pas nécessairement quelque chose qu'on atteint, mais qu'on poursuit toute notre vie. Là. On peut pas dire qu'on est entièrement dans la vérité. Il faut être conscient, il faut objectiver notre subjectivité. Exactement. C'est très important. Mais en fait, il y a une différence entre faire des affirmations ou faire des incantations ou faire appelle ça comme tu veux, et essayer de prendre des choses qui sont factuelles, qui sont tangibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais Tel Aviv sur Instagram
Et tu vas voir des milliers de personnes qui sont sur des terrasses, sur des plages, etc., etc. Essaie de prendre un avion pour aller en Israël, tu vas trouver aucune place disponible. C'est pas parce qu'il n'y a pas de vol, c'est parce que tout le monde y va, contrairement à ce que les gens disent. En tout cas, là-dessus, tu détonnes de plusieurs analystes. Puis moi, je ne fais que vous écouter et d'essayer de prendre la bonne part des choses. Écoute, tout le monde conteste un peu ta vision, là, que tu le sais, hein, je t'apprends rien, mais moi, je persiste et signe, dans le sens que il y a... J'apprécie, moi, la différence, les débats d'idées. Tu n'as jamais refusé les débats non plus. Puis on va continuer à suivre ça ensemble avec intérêt, Bertrand. Avec plaisir. ايش اخبارك؟ Un gros merci. مالك Puis زعلان؟ on se reparle la semaine prochaine. انت مالك زعلان؟ À bientôt à tous. طب اضحك. احكي تشيز. احكي تشيز. ايش نفسك انت؟ ايه؟ ايش نفسك؟ نفسي اركب طرف زي العلم الناس. ليش مالك؟ صارت في الحرب؟ كم بتتحرك ايش تلعبش انت حاليا؟ لعبش ولا بتحرك ولا بضل قاعد. ليه؟ ليه؟ عشان فيش رجل. كيف تصوبت؟ صوبات؟ وانا عند عمتي. عند حمد وقت الخشة. صار قديف يخبطوا. عمود طار علي. جنبينا جنب هذا العمود طار علي عرشني. نفسي ألعب كورة ونفسي ألعب زي باقي الناس وهذا. Loud and more loud, the crowd will swell, the people shouts responding well, o'er the land in glad news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, when freedom comes to every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell responds with notes of joy. Freedom's proclaimed in sweet and low. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack.